Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce midi pour cette information consacrée aux assistants médicaux. Donc, Nathalie et moi-même allons nous présenter. Bonjour à tous, Nathalie Monotte, je suis référente du CQP assistant médical. Mon rôle est de vous accompagner dans vos premières questions lorsque vous nous appelez, aussi bien les employeurs que les futurs stagiaires, pendant la formation et bien entendu après, à la suite de votre CQP. Isabelle Hébert, donc je suis la responsable pédagogique de l'école CHEM des assistants médicaux. Donc, ce midi, nous allons souhaiter organiser ce temps d'échange pour vous permettre de comprendre quel est ce nouveau métier, quelles sont ses compétences. Pour vous, médecins, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce dispositif? Quelle sera peut-être cette nouvelle façon d'exercer? Et enfin, faire un point assez large sur la formation en elle-même pour voir ce que les acquisitions que pourront avoir les personnes qui seront formées au sein du CHEM. Donc, pour nous accompagner ce midi, nous avons la petite voix de Marina qui pourra relayer toutes vos questions. Donc, je lui donne la parole. Bonjour à tous, donc je suis Marina, donc je vais, comme le dit Isabelle, relayer toutes vos questions que vous pouvez poser tout au long du webinaire, donc n'hésitez pas, je ferai mon mieux pour les retransmettre à Nathalie et Isabelle. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci Marina. Donc, en fait, on va vous présenter différents thèmes et puis vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de la séquence. On fera toutefois un point après chaque grand bloc et comme ça, on pourra peut-être grouper vos questions. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, nous répondrons à toutes vos interrogations. Alors, je vais vous évoquer tous les points clés qui vont être abordés durant cette rencontre. Donc, on va vous présenter le CHEM, son école, le métier d'assistant médical, comment on se forme à ce nouveau métier, les spécificités de l'école CHEM, un volet sur l'inscription et le financement de la formation. Alors, tout d'abord, je vais vous rappeler en quelques mots le Collège des hautes études en médecine. Quel est cet organisme? Donc, l'organisme a été créé il y a à peu près 30 ans à Brest. Et historiquement, cet organisme avait pour vocation de former les médecins généralistes. Puis, le CHEM a souhaité diversifier ses activités en intégrant différents pôles de santé au sein de la structure, les infirmiers, les pharmaciens, les podologues, les kinés, les manipulateurs radio. En fait, le but était de former tous ces professionnels de santé et surtout de leur donner des compétences pour travailler ensemble. Donc environ, alors les chiffres sont de 2019 puisque avec la pandémie, on n'a pas des chiffres très probants sur les 2 dernières années, mais toutefois, il y a eu à peu près 13 000 professionnels de santé qui ont été formés. Donc comme je l'ai évoqué, toutes les professions de santé sont concernées. En Bretagne, à peu près 80% des médecins généralistes ont suivi au moins une formation auprès du CHEM. Nous formons également les secrétaires médicales et sur des thèmes, alors je peux les évoquer, c'est soit l'urgence, ça peut être aussi la gestion des conflits avec les patients. Et en fait, en 2021, il y a eu une nouveauté, le CHEM a eu l'agrément pour le CQP assistant médical. Donc, c'est une nouvelle formation qui a été intégrée et pour laquelle nous proposons une formation en 10 mois. Alors, l'agrément. En fait, les agréments ont été distribués ou dispensés en 2020, donc en novembre 2020. Il y a eu 12 organismes en France qui ont été agréés pour le CQP assistant médical. Donc, vous pourrez constater que c'est assez peu. Et en fait, ces formations, en fait, on a pour le CHEM une implantation en Bretagne, en Normandie et en Hauts-de-France. Donc, c'est vrai que vous pouvez vous interroger en disant le CHEM est un organisme breton. En fait, c'est le certificateur. Alors, c'est un acronyme un petit peu compliqué. C'est la CPNEFP. C'est la Commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc, la CPNEFP, au regard du faible nombre d'organismes, nous a demandé de mailler le territoire. Donc, naturellement, nous avons pris le quart nord-ouest. Alors, à la fois, nous sommes bretons, mais comme le CHEM dispense des formations sur tout le territoire français, y compris des DOM-TOM, on a essayé un petit peu de concentrer, on va dire, notre activité sur le quart nord-ouest.
Alors, vous verrez les lieux de formation. Il n'y a pas que la Bretagne, donc il y a Rennes, Vannes et Brest en Bretagne, mais aussi sur le nord, des ouvertures de sessions qui sont prévues sur Lille, sur Rouen, Caen et Arras. Voilà, donc à ce jour, je vous communique donc toutes les ouvertures des écoles, en sachant que la promotion de Brest a démarré au mois de septembre et celles de Rennes et de Lille débuteront fin février. Alors, il est important de rappeler la genèse du métier d'assistant médical, de comprendre les enjeux de ce métier, et puis je vais vous proposer quelques chiffres pour un petit peu mieux contextualiser cette activité. Alors, pourquoi le métier d'assistant médical? En fait, il est parti d'un constat qu'il y avait un manque criant, évident de temps pour les praticiens de santé. Donc là, on s'adresse pour l'assistant médical aux médecins, donc toutes spécialités confondues, que ce soit les généralistes ou tout l'ensemble des spécialités. Il y avait un besoin d'assistance pour les praticiens pour réaliser leurs tâches quotidiennes. Et puis, il y avait aussi la problématique qui était liée aux déserts médicaux qui impactaient de plus en plus l'accès aux soins pour les patients. Alors, ce métier, il est issu du plan santé 2022. Donc, c'est une mesure phare du plan santé, évidemment, pour redonner du temps médical aux médecins. Il était important de préciser le périmètre des missions des futurs assistants médicaux. Alors, pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de dérive vers les autres professions réglementées. Donc, ce qu'on appelle les glissements de tâches, il ne fallait pas que ce nouveau métier empiète sur la profession d'infirmier notamment. Alors, l'arrêté, il a été promulgué le 14 août 2019. Donc, il y a eu un arrêté qui a été revu en 2021. Donc, vous pourrez cliquer sur le lien puisqu'on vous transmettra à l'issue de ce webinaire, on vous transmettra le replay. Vous pourrez regarder ça plus largement. Alors, à ce jour, nous avons le projet dans le plan santé 2022, c'était de former à environ 4000 assistants médicaux. Donc, je vais vous donner quelques chiffres pour compléter un peu cette information. Donc, il faut savoir qu'au mois de février, donc il y a tout juste un an, au mois de février 2021, il y avait à peu près 1700 contrats qui avaient été signés entre l'assurance maladie et les praticiens. À fin septembre, le nombre a augmenté à 2505 et aujourd'hui, nous sommes à peu près à 2700. Donc, vous pouvez constater une évolution notable, hein, la contractualisation de ces conventions qui ne cesse d'augmenter. Alors, quand on parle des conventions entre la CPM et les praticiens, donc ça il y a des médecins qui sont présents aujourd'hui. C'est vraiment, je vous inviterai à vous rapprocher de votre délégué d'assurance maladie parce qu'en fait, dans le cadre de cette convention, ça sera vraiment un dispositif qui sera adapté à votre exercice singulier et particulier. Hein, donc, on vous donne des données générales. Vous pouvez bénéficier d'une aide à l'embauche en vue d'intégrer un assistant médical au sein de votre cabinet. Mais pour avoir une analyse fine, je vous conseille vivement de vous rapprocher de ces personnes qui sont très bien formées et puis qui pourront vous apporter des notions importantes sur ce domaine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les 54% des contrats ont été signés dans des zones sous-denses, donc c'est-à-dire sous-denses où il y a un manque de praticiens médecins. Et 72% des contrats ont été signés par des généralistes, donc toujours à fin septembre, puisque c'est les derniers chiffres dont on dispose. Donc, les assistants médicaux, pour 57% d'entre eux, ont un profil de secrétaire médical. Donc, il est important de noter parce qu'on a tendance à assimiler la présence de l'assistant médical au cabinet d'un médecin généraliste, mais sachez que toutes les spécialités peuvent justement disposer de ce dispositif. Et notamment, je peux vous donner quelques indications. À ce jour, on a beaucoup de cardiologues, d'ophtalmos, de gynéco. Ce sont les principales spécialités qui ont besoin d'assistants médicaux. Voilà. Donc, ce qu'il est important de noter aussi, si vous, donc toujours pour les médecins qui nous écoutent, si vous contractualisez avec la CPM, vous avez évidemment des contreparties. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque cette analyse, comme je le disais tout à l'heure, est très personnelle. Cependant, il faut savoir que votre salarié devra être formé dans les 3 ans qui suivent la contractualisation de cette convention avec la CPM.
Donc ça, c'est un petit point de vigilance à avoir pour, comme il y a quand même un laps de temps en fait entre le moment où on intègre une personne, on la forme. Donc voilà, c'est un paramètre qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, c'est un métier évidemment au service du praticien. Comme je le disais tout à l'heure, l'objectif, c'est de faciliter les conditions d'exercice du praticien en libérant du temps médical. Donc, le temps médical, c'est-à-dire reconcentrer son activité sur des tâches vraiment en lien avec la consultation du patient et puis peut-être aussi largement le décharger de tâches qui sont dites entre guillemets plus administratives et puis qui peuvent être tout à fait assurées par l'assistant médical. Donc évidemment, ça permet d'améliorer l'accès aux soins et les délais de prise en charge des patients. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, dans les déserts médicaux. Et évidemment, ça renforce la qualité, la coordination des soins entre tous les acteurs de santé, puisque l'assistant médical pourra assurer un rôle de pivot et de coordination avec tous les acteurs, quels qu'ils soient, du monde de la santé. Donc évidemment, l'assistant médical pourra gérer, comme je le disais, les tâches administratives, mais notamment auprès des institutionnels. Ça peut être les mutuelles, ça peut être tous les nouveaux centres de soins, les nouveaux dispositifs. Donc ça sera vraiment un rôle prépondérant. Alors pour le patient, évidemment, c'est un bénéfice puisque le temps optimal retrouvé pour le médecin sera au bénéfice du patient. Il y aura une fluidité dans la prise en charge initiale. Évidemment, une gestion de la salle d'attente qui sera facilitée puisque l'assistant médical recevra en première intention le patient et après pourra transmettre les éléments au praticien. Donc, un point important qu'il faut signaler, moi j'essaie de résumer puis d'être assez synthétique vraiment dans l'émission de l'assistant médical, c'est de dire c'est une personne qui ne fera pas de gestes invasifs, pas de gestes techniques, qui ne fera pas de diagnostic et pas de prescription. Donc, il faut faire attention à bien contenir les choses, à savoir que le médecin, c'est lui qui, évidemment, pose le diagnostic, qui prescrit. L'assistant médical est un binôme important, un bras droit, mais en aucun cas, il n'a notamment des tâches, on va dire, dédiées qui sont vraiment celles du médecin à réaliser. Donc, ça, c'est important de signaler. Et comme je le disais tout à l'heure, pas de glissement de tâches, donc ça c'est pour les gestes invasifs, ce n'est pas à l'assistant médical de les effectuer. Donc le bénéfice au service du patient, c'est aussi le délai raccourci dans la prise des rendez-vous et puis un accès optimisé aussi aux soins, notamment dans les déserts médicaux. Donc tout ça, vous voyez, donc cette volonté en fait de création de ce métier, donc on va dire que c'est parti, comme je le disais, du constat qu'on avait un manque de praticiens, mais aussi qu'il fallait un petit peu redessiner l'accès aux soins et la façon d'envisager les choses. Alors pour le salarié, ça lui donne des perspectives d'évolution. Donc je pense notamment au secrétaire médical, puisque parfois il y avait aussi des missions qu'elles effectuaient de manière parfois on va dire habituelle, routinière, mais qui n'étaient pas du tout dans leurs compétences. Donc ça permet aussi une reconnaissance aussi de cette activité qui était souvent élargie mais qu'on ne reconnaissait pas, puisque tous les actes étaient faits de façon informelle. Donc là, ça donne un cadre à l'activité. Ça permet aussi une reconversion en seconde partie de carrière. Donc, je pense aux certains soignants, comme les infirmières, les aides-soignantes, les auxiliaires de puériculture, puisque ces personnes, en fait, ont un accès facilité à cette formation. Donc, on constatait aussi, donc ça, c'était un constat de la DGOS, de l'organisation des soins, de la Direction générale de l'organisation des soins, avait constaté que bon nombre de soignants, en fait, en fin de carrière, n'exerçaient plus. Donc, pour différentes raisons, soit une fatigabilité intense, des troubles musculo-squelettiques, ces métiers étant difficiles aussi physiquement, les personnes, c'est pas qu'elles ne voulaient plus travailler dans le monde du soin, c'est qu'elles ne pouvaient plus. Donc, il s'agissait aussi de proposer une solution assez professionnelle. Et donc, les assistants médicaux, ce métier en faisait partie. Pour le salarié, c'est de s'identifier et d'avoir un rôle clé dans le parcours de soins du patient. Encore une fois, c'est de formaliser un petit peu
ces compétences qui étaient déjà exercées. Alors, Marina, avant qu'on aborde le bloc suivant, je vais te demander s'il y a des questions. Alors, il n'y a pas de questions, Isabelle, pour l'instant sur le métier d'assistant médical. Par contre, il commence à avoir des petites questions sur la formation et notamment comment accéder à cette formation, mais ce sont des questions que tu vas aborder là. Donc, je te laisse poursuivre. D'accord, merci. Alors, la formation CQP assistant médical. Donc, CQP, ça veut dire certificat de qualification professionnelle assistant médical. Donc, c'est une formation diplômante, certifiante, qui se réalise en alternance. Donc, à qui s'adresse-t-elle? Elle s'adresse aux professionnels de santé, aux secrétaires médicales qui souhaitent une reconversion, aux jeunes diplômés, aux demandeurs d'emploi. Donc, évidemment, on va dire le panel est assez large. Cependant, il faut être titulaire d'un bac ou une équivalence, c'est-à-dire une certification de niveau 4. Ou alors, il faut avoir un diplôme d'aide-soignante, d'auxiliaire de puériculture ou d'infirmière. Donc, ces diplômes permettent d'accéder à la formation. Et s'il n'y a pas de certification correspondante, il faut bénéficier d'une certification niveau 4 de secrétariat médical. Et si on n'a pas validé sa formation, il faut pouvoir justifier d'une expérience professionnelle de 3 ans en tant que secrétaire médical. Voilà, donc vous voyez, les prérequis doivent être respectés, puisque nous, lorsque les personnes candidatent pour intégrer cette formation, on vérifiera que tous ces prérequis sont bien conformes. Alors, comme je le disais, c'est une formation en alternance. Donc, pour ce qui concerne le CHEM, c'est une formation qui aura lieu les jeudis et vendredis. Donc, les horaires, c'est 9h, midi et demi, 13h30, 17h. Cette formation dure environ 8 à 10 mois et elle recoupe 384 heures de formation. Donc, elles sont découpées en 371 heures de formation, c'est-à-dire le suivi des cours avec le volet pédagogique et 13 heures d'évaluation. Donc, évidemment, pour chaque promotion, il y a un calendrier prévisionnel qui est fourni aux candidats et aux employeurs à l'entrée en formation. Alors, ce qui est important de noter, alors vous dites peut-être 8 à 10 mois, c'est tout simplement le jeu des vacances scolaires puisqu'on octroie un temps de vacances scolaires. Donc, c'est une semaine sur les 2 semaines qui sont normalement données aux lycéens ou aux enfants. Donc, c'est toujours la 2e semaine des vacances pour ce qui concerne le CHEM. Et évidemment, l'été, il y a une interruption des cours pour le temps estival. Donc, cette formation, elle comporte 4 grands blocs de compétences et 15 modules. Donc, je vais vous les décrire à présent. Alors, ces 4 blocs de compétences, ils ont été élaborés par la CPN-UFP. Donc, en fait, ils sont basés sur un référentiel. Et nous, lorsqu'on a répondu à l'appel à projet, on a strictement respecté ce référentiel. Donc, le premier bloc, il comporte tout ce qui est suivi du parcours de santé du patient. Le deuxième, c'est sur la prise en charge et l'accueil administratif des patients. Le 3e bloc est consacré à l'hygiène et la qualité. Et le 4e bloc, c'est l'assistance opérationnelle aux praticiens. Alors, je vais vous les décrypter de manière un peu plus détaillée. Donc, on va dire que la durée, elle est à peu près équivalente pour les 4 blocs. Donc, les 4 modules qui sont présents dans le premier bloc, c'est vraiment tout ce qui est examen et soins courants en cabinet médical. Donc, l'objectif, c'est que l'assistant médical qui est formé maîtrise tous les soins et les examens qui peuvent être pratiqués au sein d'un cabinet médical, mais pas que, aussi ceux qui peuvent être pratiqués auprès des spécialistes. Donc, évidemment, ce n'est pas lui qui réalisera l'acte, mais par contre, il saura accompagner le patient et lui expliquer tout ce qui se passe avant l'examen, pendant et après. Le module 2, c'est tout ce qui est parcours de santé et coordination, puisque maintenant, on a des parcours de santé qui peuvent être assez complexes, avec pour chacun d'entre eux vraiment des mesures spécifiques. Donc ça, l'assistant médical doit être en capacité de pouvoir les expliquer aux patients. Il y a un module sur la vaccination et le dépistage. Donc là, on revoit les fondamentaux, surtout le suivi d'un patient.
et également le module 4 sur toutes les politiques de santé publique. Donc, c'est vraiment un contenu assez riche puisqu'on balaye aussi bien tout ce qui est politique de santé sur le tabac, sur les risques environnementaux, la santé sexuelle, une approche aussi sur la gestion du risque suicidaire, par exemple, mais également, ça peut être aussi sur les interventions. Donc, vous voyez, c'est vraiment un contenu assez élargi. Donc, le second bloc, c'est vraiment en lien avec des compétences que peuvent être amenées à réaliser aujourd'hui une secrétaire médicale. C'est tout ce qui est la création et le suivi d'un dossier patient. Donc là, ça sera enrichi puisque jusqu'à présent, c'était la secrétaire médicale collectait les données administratives. L'assistant médical aura également à renseigner les premières données, par exemple, constantes et mesures. C'est des données, alors, on dit médical, mais c'est des choses qu'il pourra être amené à réaliser et donc à annoter dans le dossier du patient. L'assistant médical devra avoir une bonne connaissance du vocabulaire médical. Donc ça, c'est un module de 14 heures. Le logiciel médical, bon, ça évidemment, il va maîtriser l'outil qu'il utilise au quotidien. Mais au CHEM, on lui présentera évidemment pas tous les logiciels du marché parce que ça serait fastidieux, mais quelques dispositifs. Donc, comme ça, il aura une vision un petit peu plus élargie de ce qu'il peut utiliser. Un module important, c'est la communication avec les patients, puisque même si on voit des patients toute la journée, on peut être amené à gérer parfois des conflits, des choses complexes. Donc ça, il y a vraiment un module qui sera proposé avec une psychologue qui donnera des outils et des clés pour justement gérer des situations délicates. Et enfin, un module télémédecine, puisque, évidemment, vu le contexte que l'on connaît, les actes de télémédecine se sont largement déployés. Donc, le bloc 3, c'est tout ce qui est gestion du risque contaminant. Donc, c'est tout ce qui est l'hygiène en cabinet au sens large. Comment on gère des dispositifs médicaux, comment on stérilise, toutes ces choses vraiment en lien avec l'activité d'un cabinet médical. Et un autre module sur tout ce qui est identitovigilance et pharmacovigilance. Et enfin, j'ai tendance à dire que le dernier bloc de compétences, c'est un peu la synthèse de tout ce qui a été vu dans les 3 autres blocs. Ça permet de revoir ses fondamentaux. Donc, vous voyez, il y a le bloc constante et mesure. Il y a une remise à niveau si elle n'existe pas sur l'attestation de formation des gestes et de soins d'urgence de niveau 1. Donc, ça permet au futur assistant médical d'être formé pour, si jamais il est amené à prodiguer les premiers gestes. Il y a tout ce qui est gestion des stocks, puisqu'au sein d'un cabinet, on a toujours un stock, peut-être même minime, mais quand même à gérer pour être sûr que le praticien va avoir, lorsqu'il a un plateau technique pour par exemple, un ECG ou une suture, être sûr qu'il y a bien tous les dispositifs présents. Et enfin, le dernier module, c'est l'assistance technique aux praticiens. Donc, dans ce cas-là, ça sera vraiment on va dire des journées où là, ça sera vraiment de l'opérationnel, où le stagiaire sera amené à reproduire à la fois les gestes et puis au travers de mise en situation professionnelle, des jeux de rôle, à savoir se comporter avec un patient. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez constater, c'est une formation qui est très riche, assez dense, et qui évidemment nécessite un investissement de la part des professionnels qui vont être formés. Mais toutefois, nous, on a un peu le recul aujourd'hui puisqu'il y a des promotions qui sont en cours. C'est largement atteignable puisque vraiment c'est complètement en phase avec le profil des personnes qui intègrent la formation. Voilà. Alors, avant de te demander les questions, Marina, je vais peut-être conclure cette partie, un peu ce volet pédagogique sur le profil des intervenants du CHEM. Donc, les intervenants au CHEM, il y a une équipe d'environ 25 intervenants. Donc, ils ont des profils divers et variés qui sont complètement adaptés au contenu pédagogique de la formation, ce qui fait qu'on a des médecins généralistes ou des spécialistes, puisqu'on bénéficie de l'expertise de médecins vasculaires, des médecins endocrinologues notamment, des infirmiers en pratique avancée, des pharmaciens, psychologues, et on a même un ergothérapeute aussi qui va proposer en fait justement de donner des gestes pour les assistants médicaux pour savoir
s'ils sont confrontés à un patient qui est en situation de handicap ou avec des maladies, je pense, neurologiques, savoir comment on appréhende les gestes, déjà pour soi-même ne pas se blesser, puis pour que le patient soit bien accueilli. Voilà. Donc cette équipe pédagogique, évidemment, on essaie de trouver des personnes qui sont vraiment experts de contenu. Et ça, c'est important parce que ça permet de se caler à la fois sur le référentiel et sur les attendus des stagiaires. Donc, pourquoi aussi on a un gros vivier, c'est parce que le CHEM, historiquement, fait de la formation continue pour les professionnels de santé. Donc, naturellement, en fait, ces intervenants, alors, pour certains, ont souhaité aussi proposer leur service aux assistants médicaux. Alors, évidemment, chaque formateur construit son contenu de formation. Évidemment, pour qu'il n'y ait pas d'écart entre les attendus du certificateur et le contenu qui serait produit, il suit une fiche programme qui a été validée par le certificateur. Comme ça, on est sûr qu'on est bien en phase et en adéquation avec le référentiel. Voilà. Alors, Marina, je vais te demander s'il y a des questions. Je pense que ça va pouvoir me relayer les attentes. Alors oui, nous avons une petite question, Isabelle, sur justement les modules que tu viens de présenter. Nous avons une personne qui demande en fonction du cursus, voilà, de la personne, est-ce que tous les modules sont obligatoires ou pas? Oui, merci d'avoir posé cette question. Alors non, tous les modules ne seront pas obligatoires puisqu'il y a des dispenses. En fait, lorsque l'on reçoit les candidats, on leur fait remplir une auto-évaluation. Donc, c'est un document, c'est le miroir des compétences de la formation où sont annotées toutes les compétences de chaque module. Et en fait, ça permet justement de proposer des dispenses puisqu'il y a certains profils, donc je pense aux infirmières, qui peuvent être dispensés de certains modules, voire de certains blocs. Voilà, donc ça, c'est nous au regard, on va dire, du profil du candidat. On analyse ensemble les choses et ça permet de dire, voilà, tel module, vous semblez maîtriser toutes ces compétences. Donc, à ce moment-là, on vous proposera d'en être dispensé. Donc, quand on dit en être dispensé, ça veut dire qu'on est dispensé également de l'évaluation. Alors, il y a un petit point particulier, donc peut-être je dépasse un peu la question, mais je pense que c'est important. Il faut savoir qu'il y a, là on parle de la formation CQP assistant médical. C'est une formation complète de 384 heures. Cependant, une personne qui aurait un profil d'assistant, d'auxiliaire de puériculture, d'infirmier ou d'aide-soignant pourrait ne suivre que le bloc 2 de compétences. Par contre, il faut être vigilant parce que quand on ne peut suivre que ce bloc 2 qui fait 112 heures, 115 avec les évaluations, mais ça sera une attestation qui sera délivrée, ça ne sera pas le diplôme CQP assistant médical. Donc ça, il faut bien l'appréhender, bien l'intégrer. Donc, c'est un point important. Voilà, Marina, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Oui, merci Isabelle. Alors, j'ai une autre question d'une personne qui demande est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une expérience de secrétaire médical ou autre expérience avant de pouvoir postuler à cette formation? Non, il n'y a pas d'obligation d'être issu du monde de la santé. Cependant, ce qui est important, Nathalie en parlera plus largement tout à l'heure, c'est que pour intégrer la formation, il faut être en poste dans un cabinet médical. Puisque comme c'est une formation en alternance, la formation va se dérouler 2 jours au sein de l'organisme de formation et 3 jours au sein du cabinet médical. Donc, pour cela, ça, c'est quelque chose qui est incontournable. Mais être issu du monde de la santé n'est pas forcément obligatoire dans la mesure où la formation, elle est conçue pour que chacun puisse appréhender et puis acquérir ces nouvelles compétences. Très bien, merci Isabelle. Nous n'avons pas d'autres questions pour l'instant sur cette partie-là, donc on te laisse continuer. Merci. Je vais passer la parole à Nathalie qui va vous décliner les autres points pour cette formation. Merci. Alors, je prends ta souris. Voilà. Donc, dans les prochains slides, nous allons voir les formats de formation, le matériel et les locaux et également la sélection et le positionnement des futurs candidats.
Alors, déjà dans les formats de formation, nous enregistrons aujourd'hui 3 formats différents. Les principaux, donc le présentiel qui représente à peu près 75-80% du temps de la formation et le reste en distanciel, donc classe virtuelle ou e-learning. Et puis, vous avez effectivement non pas une formation en cabinet médical, mais il peut y avoir une ou deux évaluations suivant les blocs dans le cabinet médical, notamment sur le logiciel que vous utilisez au quotidien. Donc, effectivement, voilà. Alors, je passe un peu vite, mais on pourra revenir sur ces formats. En ce qui concerne le matériel et ses locaux, donc nous avons à ce jour, nous présentons 5 sites, Brest, donc ici qui a ouvert le 16 septembre, Rennes et Lille qui vont ouvrir, donc les sessions vont ouvrir le 24 février. À Rennes, nous nous trouvons très exactement tout proche du Reason Park, donc sur la rocade ouest. Et à Lille, nous nous trouvons donc à 10 minutes à pied à peu près donc de la gare Lille-Flandre. Nous avons d'ailleurs rencontré les étudiants la semaine dernière et qui, en pré-rentrée, donc ils nous disaient qu'effectivement le train était très facile d'accès. Pour les sites de Rouen et Vannes, ben, nous sommes en pleine recherche donc pour la rentrée de septembre. Alors, concernant la sélection à l'entrée en formation, donc Isabelle l'a évoqué tout à l'heure déjà dans les prérequis, donc avoir le bac ou un niveau bac, donc un niveau 4 de l'éducation nationale, ou être aide-soignante ou auxiliaire de puériculture ou infirmière, ou être secrétaire avec ou sans diplôme avec plus de 3 ans d'expérience. À partir du moment où vous candidatez, soit vous pouvez télécharger le dossier de candidature et de présentation, soit je vous l'envoie directement parce que vous en avez fait de la demande par téléphone ou par mail. À la suite de la réception de votre dossier de candidature qui sera étudié, vous serez convoqué donc pour un entretien qui est plus un échange professionnel puisqu'on vous connaît sur le papier mais on ne vous connaît pas donc en visuel. Un échange donc en distanciel, en visio, une trentaine de minutes donc pour voilà, vous rappeler tout ce qui est pédagogique, administratif et votre entrée en formation. À la suite de ça, si tout est favorable, vous renvoyez votre inscription. Si vous êtes en cabinet, donc effectivement aussi, on l'a dit tout à l'heure, il faut impérativement, pour débuter cette formation, c'est d'être salarié dans un cabinet médical. Il n'y a pas de temps de délai pour être embauché dans un cabinet médical et pouvoir commencer la formation. Vous pouvez très bien être dans un cabinet médical depuis 10 ou 15 ans et débuter la formation, ou tout simplement être par exemple embauché au 1er mars dans un cabinet médical au 1er mai et débuter la formation au mois de septembre, donc à la session suivante. De là sera établie, après votre inscription, une convention qui liera le centre de formation avec le cabinet médical, donc avec obligatoirement un tuteur, donc qui vous accompagnera pendant toute cette durée. Et ensuite, donc, avant donc, de débuter la formation, un dépôt de votre convention avec le programme et le calendrier, pardon, sur l'espace, le portail de l'OPCOEP. Donc, l'OPCOEP, c'est l'organisme financeur des entreprises de proximité dont dépendent les cabinets médicaux. Ça peut être un autre organisme financeur si toutefois la structure est différente du cabinet médical. Mais voilà, ça c'est, éventuellement, vous pouvez me contacter à ce sujet. Il n'y a pas forcément d'accord de prise en charge avant l'entrée en formation parce que c'est parfois très long, mais au moins votre dossier est déposé, vous entrez en formation et le reste suit après dans la foulée. Pour candidater, ben voilà, vous avez l'adresse mail qui s'affiche. Encore une fois, tous ces éléments, ce webinaire vous sera renvoyé en lien pour que vous puissiez le visualiser tranquillement. Donc, soit en appelant directement ou en téléchargeant le dossier de présentation et de candidature sur notre site internet, qui vous donnera aussi des indications complémentaires. Alors, Marina, est-ce que tu as des questions à la suite de ces quelques slides? Oui, Nathalie, nous avons deux questions sur ta partie. La première, c'est est-ce que la formation est accessible en distanciel?
Alors, en distanciel uniquement, non, parce que le certificateur nous a bien donné des directives quand le référentiel est sorti. Cette formation ne peut pas être uniquement en distanciel, tout simplement parce qu'il y a de la pratique et de la technique. Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on ne peut pas, par exemple, une personne qui ne vient pas du milieu de la santé ne peut pas spécialement apprendre correctement comment voilà, préparer un plateau, que ce soit pour un dermatologue ou une autre profession. Il est important qu'elle ait cette pratique en présentiel pour pouvoir progresser et puis valider sa formation. Donc non, vraiment, on y tient beaucoup et c'est ainsi donc vraiment une partie en présentiel et une partie en distanciel. Merci Nathalie. Nous avons également des questions sur le lieu de formation, notamment Oui. sur Rouen et sur Vannes. Tu as dit tout à l'heure que vous étiez en recherche. Est-ce que vous avez des pistes déjà pour dire dans quel secteur seront situées les formations, les lieux de formation? On imagine que ce sera on imagine que ce sera dans l'hypercentre, de façon que ce soit accessible à tout le monde. Et ça pour les villes de Vannes et de Rouen. Ok, très bien. Merci Nathalie, ce sera tout pour l'instant. D'accord. Alors justement, on va passer à comment accéder à la formation d'assistant médical. Donc on l'a évoqué là tout à l'heure sur les dates, vous les voyez comme moi à l'écran. Rennes et Lille, donc début 24 février. Rennes est complet pour cette première session et ouvrira une deuxième session le 22 septembre. Rouen le 8 septembre, Vannes le 15 septembre, Brest, une deuxième session va ouvrir le 29 septembre, Caen le 17 novembre et Arras le 24 novembre. Donc, à savoir que pour tous ces lieux, on va parler donc du financement de la formation. Une prise en charge intégrale de la formation est faite par l'organisme financeur. J'ai évoqué l'OPCOEP, mais ça peut être aussi un autre organisme qui prendra en charge la formation à partir du moment où il est d'accord. Une aide aux salariés est également prévue pour les repas du midi, le déplacement à partir du moment où vous avez plus de 30 km aller-retour entre le centre de formation et le cabinet médical. Et vous avez également une aide pour les nuitées. Si toutefois vous êtes à plus de 200 km aller-retour, on a évoqué tout à l'heure, les cours ont lieu le jeudi et le vendredi. C'est une aide forfaitaire de 85 €. Voilà, de toute manière, on peut le retrouver sur le site de l'OPCOEP pour la nuitée de jeudi à vendredi. Donc tout ça avec des conditions que vous pourrez retrouver sur le site de ce financeur. Voilà. Les modalités de financement. Donc vous avez deux possibilités pour entrer en formation. Si vous êtes déjà salarié du cabinet médical, nous établirons une convention dans le cadre du plan de développement des compétences, anciennement période de professionnalisation. En d'autres termes, l'employeur vous permet d'aller en cours le jeudi et le vendredi, 2 jours par semaine, pour pouvoir apprendre et obtenir votre diplôme. Donc, c'est une convention qu'on établit entre le centre et le cabinet, qui va de date à date. Vous pouvez, alors, toujours pas de condition d'ancienneté pour bénéficier de cette convention, de ce plan de développement des compétences. Vous pouvez être salarié depuis très longtemps, comme vous pouvez être intégré dans le cabinet d'ici peu de temps parce que vous avez une promesse d'embauche. Il y a une autre possibilité aussi, le contrat de professionnalisation qui peut être conclu soit en CDD, soit en CDI. Donc, avec le CDD, qui va de date à date et incluant dedans les dates de formation, début et fin. Et également, ce contrat de professionnalisation peut être conclu en contrat à durée indéterminée, toujours pareil, avec des dates de formation, début et fin. Une fois que ce contrat de professionnalisation est terminé, votre contrat en CDI se transforme automatiquement. Dans tous les cas, il faut bien entendu un contrat en annexe stipulant vos horaires en interne dans le cabinet médical. Les financements sont identiques pour les deux. Donc, prise en charge intégrale des frais pédagogiques par le COEP
et l'aide complémentaire en annexe donc pour le salarié, donc pour ses frais de déplacement, de repas et d'hébergement. Voilà, donc je le disais, chose importante aussi que je tiens à souligner, j'ai eu le cas hier d'un cabinet médical qui, par exemple, avait sa salariée donc qui faisait que 12 heures par semaine parce qu'elle n'avait pas forcément besoin de plus dans son cabinet. Pendant la formation, vous devez être au minimum à 80% dans le cabinet, enfin avoir un contrat au minimum à 80%. Pourquoi? Parce que si vous êtes à tiers-temps de 12 ou 14 heures, il faut impérativement que la formation soit pendant la durée du temps de travail. Ça, c'est une obligation légale, générale, c'est la législation, déjà aussi pour que vous ayez une couverture. Si vous n'avez que 12 ou 14 heures de contrat dans le cabinet, il sera difficile d'aller et en formation et en cabinet. Ça voudra dire que le cabinet ne vous voit plus pendant 8 mois. Donc, l'important, c'est effectivement, c'est que vous soyez au minimum à 80% pour pouvoir mettre en pratique tout ce que vous apprenez en formation. Donc, je le disais tout à l'heure, prise en charge intégrale des frais pédagogiques, aide financière sur les salaires pour l'employeur, de 12 € de l'heure lorsque votre salarié donc est en formation, qui vont vous permettre aussi d'une aide si vous embauchez une secrétaire pour la remplacer pendant son absence. Et donc l'aide financière sur les frais annexes dont j'ai évoqué largement à l'instant. Voilà, donc effectivement, vous avez aussi un dispositif prévu par la CPAM si vous souhaitez conventionner, avoir une convention avec donc votre délégué assurance maladie. Donc cette aide financière, effectivement, c'est concernant le nombre de patients médecins traitant la file active, les zones sous-denses et les zones denses, et s'inscrire dans un programme de démarche d'exercice coordonné. Donc le mieux, comme le disait Isabelle tout à l'heure, c'est effectivement de vous rapprocher de votre délégué assurance maladie ou tout simplement voilà, de consulter l'arrêté qui est en lien, qui est indiqué sur cette image. Il n'y a aucune obligation, bien entendu, d'avoir une convention, de contracter une convention avec la CPAM. Vous êtes tout à fait libre, bien évidemment, de le faire ou pas. Alors, on vous accompagne, comme on le fait, actuellement certains le savent puisque vous assistez à ce webinaire. On vous accompagne en amont et pendant la formation pour tous les futurs apprenants et les employeurs, évidemment. Un suivi dans l'élaboration de la convention d'alternance, voilà, ce qui est mon rôle, entre autres. Une aide dans vos démarches administratives également et des mises en relation pour faciliter vos recrutements ou vos recherches d'employeurs. Bon nombre de candidats aujourd'hui sont en recherche, même d'employeurs aussi également. Donc, non seulement il y a une démarche personnelle à faire de recherche de cabinet, mais on a pour principe, depuis que nous avons été agréés, d'envoyer dans nos campagnes de communication, dès que les candidats sont reçus en entretien et qu'ils ont validé leur inscription, donc d'envoyer leur CV anonymisé s'ils le souhaitent, dans des secteurs, que ce soit donc la Bretagne, la Normandie ou les Hauts-de-France, au même titre que vous, employeurs, si vous ne trouvez pas de candidats, vous avez la possibilité de nous appeler et de nous demander si nous avons des profils proches de votre secteur et donc nous pouvons effectivement vous envoyer les CV anonymisés. Après, vous revenez vers nous pour qu'on puisse vous donner les coordonnées de ces personnes. Et une dernière chose, nous, quand vous avez donc signé la convention, que la personne est en formation, nous accompagnons le médecin dans son rôle de tuteur. Donc, ça, c'est plus effectivement le rôle d'Isabelle. Et de venir vous visiter également mon cabinet. Si ce n'est pas possible, on le fait en visio. De façon à faire un point, je dirais deux, trois fois, je pense, pendant la formation, 2 fois, voilà, Isabelle fait signe, 2 fois pendant la formation pour évaluer le parcours et vous accompagner aussi bien l'apprenant que l'employeur dans toute cette durée.
Je crois qu'on arrive à la dernière slide. Marina, est-ce que tu as des questions par rapport à ce que je viens de dire? Oui, tout à fait. J'ai plusieurs petites questions pour toi, Nathalie. Alors, tout d'abord, j'ai une personne qui me demande, lorsqu'elle travaille en cabinet médical, est-ce qu'elle va travailler uniquement pour un généraliste ou alors est-ce qu'elle peut travailler pour l'ensemble des généralistes du cabinet? Alors, il y a une convention qui est établie avec le cabinet libéral, donc l'exercice coordonné, on va dire, le pôle de santé. Sur la convention, il est indiqué un tuteur. Bien évidemment que l'assistante médicale peut travailler pour plusieurs médecins. C'est ce qu'elle fait, à mon avis, aujourd'hui. C'est ce qui se pratique, je pense, aujourd'hui. Merci, Nathalie. On a beaucoup de questions sur la recherche de praticiens, donc dans le cadre d'un contrat. Est-ce que tu as peut-être des astuces ou quelque chose à conseiller aux personnes qui recherchent un contrat? Oui, alors, il y a plusieurs solutions. Effectivement, vous ne trouverez pas les adresses mail des cabinets médicaux sur Internet ou sur les pages jaunes ou autres. Ça, c'est évident. Il y a un travail, c'est vraiment un travail de fourmi aussi, de ne pas hésiter à aller déposer des candidatures spontanées dans les boîtes aux lettres ou dans les cabinets médicaux directement. Vous avez également les pôles de santé, les maisons de santé qui se créent de plus en plus. N'hésitez pas aussi à aller dans les mairies proches. Voilà, si vous êtes dans une grande ville, il y a des mairies d'arrondissement, les mairies proches de votre ville aussi également, qui sont à même de vous informer si des maisons de santé, des pôles de santé vont se créer. Il ne faut pas hésiter aussi à aller les voir. Donc vraiment, gros travail de fourmi. Voilà, Pôle emploi, hein, le site de Pôle emploi, d'autres sites internet aussi qui relaient les annonces. Voilà, les relever et puis envoyer votre candidature. Encore une fois, nous, de notre côté, on fait une campagne de recrutement assez souvent donc par région. Donc, pour proposer les CV anonymisés des personnes que nous avons déjà reçues et qui ont validé leur inscription. Au même titre, voilà, dès qu'on a un cabinet médical qui nous sollicite, on n'hésite pas à envoyer vos CV anonymisés. Voilà les quelques pistes que je peux fournir. Merci, Nathalie. Alors, je rajoute, pardon, et le bouche à oreille qui est vraiment aujourd'hui très important. Merci Nathalie pour ces petites astuces. Du coup, une personne nous demande, du coup, même s'ils n'ont pas encore un cabinet médical, ils peuvent très bien postuler à la formation. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Si aujourd'hui vous êtes soit demandeur d'emploi, soit aide-soignante dans le privé en CDD, soit, enfin, je ne vais pas tout évoquer, mais postulez, bien entendu, nous aurons votre dossier de candidature. C'est important d'avoir votre dossier de candidature pour pouvoir faire cette démarche, nous, de notre côté. Ça n'empêche pas, évidemment, vos recherches personnelles de votre côté également. Voilà, vous pouvez tout à fait postuler. On a bon nombre de candidats aujourd'hui qui sont donc inscrits au CHEM Santé et pour qui nous envoyons voilà, les candidatures ou dans nos campagnes ou quand un cabinet médical fait appel à nos services. Très bien, merci Nathalie. J'ai une petite demande à nouveau sur les financements. On me demande comment se fait la demande de financement auprès de l'OPCO-EP. C'est très simple. Alors déjà, nous éditons la convention. Une fois la convention éditée, après avoir récupéré évidemment toutes vos informations, nom d'entreprise, numéro de SIRET, je passe les détails, on vous renvoie la convention signée par notre dirigeant, accompagnée du programme et du calendrier. Lors de l'envoi par mail de ces pièces, nous avons construit un mail qui vous indique toutes les démarches
de chaque étape importante pour que vous envoyez donc ce dossier à votre organisme. Également, nous avons joint un tuto qui vous permet pas à pas de vous montrer donc comment déposer tout ce dossier sur votre portail. J'insiste beaucoup pour les cabinets médicaux, il faut que vous soyez inscrit donc en tant qu'adhérent à l'OPEP, c'est gratuit évidemment, de façon à recevoir vos codes d'accès. Parfois, ça peut être très long, ils envoient ça en général par courrier, donc peut-être le faire en amont ou tout simplement si vous êtes vraiment pressé, leur téléphoner, leur demander vos codes d'accès parce que vous souhaitez donc être adhérent à l'OPEP. Une fois que votre portail est ouvert, vous déposez simplement, en suivant notre tuto, la convention, le plan, le programme, le calendrier et le programme, donc sur votre portail. Une fois que c'est déposé, vous avez un récapitulatif de dépôt de dossier qui vous permet de valider que votre dossier va être étudié par les personnes en charge des conseillers donc de l'OPEP. Je n'ai pas de délai à vous donner quant à l'accord de prise en charge définitif. Je sais qu'ils ont beaucoup de dossiers, qu'ils ont beaucoup de travail, donc mais une fois qu'il est déposé, on peut partir du principe que vous êtes dans les temps et que la formation sera validée. La prise en charge sera validée, pardon. Merci Nathalie. Autre question concernant ici les candidatures. Quand est-ce qu'il faut, à partir de quel moment peut-on postuler à la formation en fonction de la date d'ouverture en fait, d'une formation, notamment dans le cadre de la prochaine ouverture sur Rennes? Ne tardez pas. Voilà, nous sommes au complet, par exemple, sur Rennes, Lille également. Alors, Lille, il y a encore des places, vous pouvez tout à fait postuler. Rouen, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes pour Rouen, donc ne tardez pas non plus, même si c'est que le 8 septembre. Vannes, faites-le tout de suite, vraiment aussi. Ça va très vite. Je pense que il y a beaucoup de demandes. Ça commence à évoluer depuis l'année dernière, se démocratiser. Donc, c'est important de postuler dès maintenant. Vous pouvez les faire. Les inscriptions sont ouvertes. Merci Nathalie pour ce conseil. Une question à nouveau sur le financement. Est-ce que l'OPEP peut refuser un financement? Alors, il n'y a jamais de refus définitif. D'accord? Aujourd'hui, je n'en ai pas de refus définitif, de refus tout court même d'ailleurs. Quand ils disent refus, parce qu'il y a toujours, il peut y avoir, mais vraiment parce qu'il y a une modification de SIRET qui n'a pas été faite dans l'entreprise, ou parce qu'il y a trop de dossiers, mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de refus. Quand il y a un refus définitif, c'est parce que je n'ai même pas d'explication à vous donner là-dessus. L'employeur peut très bien recevoir un courrier en demandant une modification. Voilà. Sur cette modification, après, le dossier est validé. Mais je n'ai jamais eu de refus définitif toute ma carrière dans la formation professionnelle pour un dossier de financement. Merci Nathalie. On va arriver au terme des questions. Il y a juste une petite question que l'on a eue au cours du webinaire et que je vais me permettre de poser, retransmettre en conclusion. Est-ce que vous avez des projections sur l'avenir de ce métier? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes de la part de médecins pour recruter des assistantes médicales? C'est tout jeune, c'est tout jeune comme métier. Faut pas oublier qu'il y a le plan santé effectivement lancé en 2019, que l'appel à projet est arrivé en juillet 2020. Nous avons été agréés en novembre 2020. Le temps que tout ça rentre plus ou moins en évolution. Voilà, les premiers pas se sont faits vraiment en janvier 2021. Les premières formations ont lieu là depuis septembre pour nous,
d'autres organismes dans le sud, dans l'ouest, ou dans l'est, pardon, au mois de juin de l'année dernière. Le métier en lui-même n'existe que à peine depuis 1 an et demi. Donc, on n'a pas de rétroviseur proprement dit. On sait pertinemment que certaines secrétaires médicales ou voilà font ça depuis des années, mais le titre n'était pas déposé encore. Donc c'est difficile de parler d'historique. En revanche, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vois une différence, et je pense que Isabelle le dira comme moi, entre l'année dernière et cette année où il y a de plus en plus de demandes. J'ai plus d'appels de cabinets médicaux et de demandes au niveau des secrétaires médicales, entre autres, voire même des demandes de personnes qui veulent évoluer dans ce métier parce qu'elles étaient soignantes, parce qu'elles sont infirmières, parce que voilà, de changer, de modifier, d'évoluer différemment est important pour toutes ces personnes, cabinets et candidats. Isabelle veut rajouter un mot à ce sujet, je vous donne la parole. Je me permets aussi d'intervenir. Donc la question, c'était aussi la projection sur l'avenir. Donc évidemment, comme l'a dit Nathalie, le plan santé tend vers justement un accompagnement des médecins pour un peu essayer de gommer un peu les difficultés d'accès aux soins qu'il y a en ce moment. Donc l'évolution, on voit bien, c'est un métier émergent. Donc je pense que c'est un métier qui va être amené à se déployer. Il suffit juste de regarder aujourd'hui, je pense qu'il est très rare d'aller voir un dentiste sans qu'il y ait une assistante dentaire. Également un ophtalmo, il a souvent une orthoptiste ou une assistante à ses côtés. Donc je pense que c'est un nouveau mode d'exercice qui va tendre à se développer, et notamment avec, on voit bien l'impact aujourd'hui de tout ce qui est exercice coordonné. Donc je pense au déploiement des maisons de santé, des équipes de soins primaires, enfin tous ces modèles en fait qui font que plus ça va, plus on va travailler de manière différente. Donc c'est vrai que la projection, on voit bien, alors nous, évidemment, on a beaucoup de demandes, mais ce qui est important, c'est aussi que ce modèle corresponde à l'activité du médecin, parce que je pense que c'est ça aussi la source et l'essence même aussi, c'est ce travail en binôme avec quelqu'un sur lequel le médecin peut s'appuyer. Donc c'est vrai que c'est une volonté certaine du ministère de la Santé d'accéder à ce nouveau mode de soins, mais je pense que c'est assez facilitant. Nous, les retours qu'on a des praticiens qui ont un assistant médical nous disent vraiment maintenant on peut plus se passer de cette personne puisqu'on a trouvé du bénéfice à travailler différemment. Donc évidemment, tout ce qui est nouveau, ça peut faire peur, ça pose des questions, donc ça c'est tout à fait légitime et c'est tout à fait logique. Mais je pense que visiblement c'est une volonté, mais je pense que ça risque de se déployer largement dans les années à venir. Merci Isabelle, merci Nathalie pour cette belle perspective sur ce métier. Nous n'avons pas d'autres questions, donc voilà, je vous laisse conclure. Oui, écoutez, merci en tout cas pour toutes ces questions. N'hésitez pas à revenir vers nous parce que certaines fois, il y a des questions qui émergent a posteriori. Donc, nous sommes à votre disposition, soit par mail, comme vous pouvez les voir s'afficher, soit un contact auprès du CHEM, et nous essaierons de répondre à vos problématiques, puisque c'est vrai que ce webinaire, c'est pour vous donner, on va dire, les grandes lignes, et par contre, si vous avez des questions plus personnelles, ça mériterait aussi d'analyser votre situation pour y répondre de manière la plus pertinente. Voilà. Pour ma part, je vous remercie d'avoir été présent ce midi, et puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci également et n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt. Au revoir.